Au fil du temps, il semble que la position de Donald Trump s'améliore. Je ne sais pas aux États-Unis pour l'élection présidentielle de 2024, Donald Trump, dans ses récentes interviews, il a dit qu'il n'était pas intéressé à une sorte d'escalade avec l'Iran et la Russie. J.D. Vance a récemment fait une déclaration sur notre désintérêt pour une grande guerre avec l'Iran au Moyen-Orient. Les Israéliens sont pour, mais pas nous. Et d'une part, vous regardez ce type de rhétorique sortir des personnes Trump. D'un autre côté, quand vous voyez qu'il parle de Mike Pompeo, vous parlez de Nikki Haley, Tom Cotton, ces gens que nous connaissons leur politique, leur vision au Moyen-Orient, la façon dont ils soutiennent l'Israël ou peut-être l'Ukraine dans ce cas. Que pensez-vous de la victoire potentielle de Donald Trump? Supposons qu'il va transformer radicalement Washington. Donald Trump a admis dans une récente interview qu'il n'était pas prêt à gouverner alors lorsqu'il est arrivé au pouvoir en 2000, après les élections de 2016, qu'il s'est entouré de personnes venant de l'établissement. Le côté républicain de l'establishment, ceux qui ne partageaient pas ses intérêts, n'avaient pas les intérêts de l'Amérique en tête. Ils poursuivaient les objectifs politiques d'un élément néoconservateur non élu. Le peuple américain n'a pas voté pour cet élément. Pourtant, ils sont là car Trump n'avait personne pour les contrer. Ils ont été autorisés. Mike Bolton, John Bolton, Mike Pompeo, des gens de ce genre. Ils ont été désastreux. Par conséquent, Trump n'a pas pu réaliser ce qu'il croyait, comme améliorer les relations avec la Russie ou dénucléariser la Corée du Nord. Il a été poignardé dans le dos. Et, vous savez, en fin de compte, vous savez, sa politique étrangère n'était qu'une catastrophe. Le problème que j'ai est ce qu'il ne tombera pas dans le même piège, tu sais. Tu sais, il est assis avec des gens comme, tu sais, RFK Jr., Tulsi Gabbard, Tucker Carlson et d'autres, et dit que ce sont Elon Musk. Tu sais que tu les aimes ou non, ça n'a pas d'importance. Ce ne sont pas l'établissement, ce sont l'anti-établissement. Ce sont le genre de personnes qu'il aurait dû se entourer pour la première fois, des personnes qui, s'ils sont nommés à des postes de pouvoir, seront en mesure de secouer les choses. La grande question est de savoir si Trump peut empêcher ces personnes d'usurper ses efforts et d'attirer l'attention, de perturber les choses. Ou va-t-il insister pour être le premier, pour qu'il y ait son approbation sur tout? Que se passe-t-il quand il le défie sur des points cruciaux, comme par exemple refuser une guerre avec l'Iran? Mais cela signifie dire non à Israël, tout en ayant accepté 100 millions de dollars d'un donateur juif influent. Que feriez-vous? Que va-t-il faire? Tu sais, et je n'ai pas confiance dans la capacité de Trump à rester sur le chemin. En fin de compte, je pense qu'il est un homme fondamentalement faible et que sa plus grande faiblesse est son arrogance et son narcissisme, son incapacité à déléguer la responsabilité, son réticence à déléguer la responsabilité. Et comme tel, il deviendra victime de ses comportements les plus basés. Et ce n'est pas diplomate. C'est un homme qui se colère très facilement, se fait insulter très facilement. En tant que président, vous serez insulté. Vous finirez par prononcer des discours enflammés devant des instances comme le Conseil de sécurité de l'ONU ou l'Assemblée générale. Et à notre époque, où nous sommes dans des relations très délicates avec la Russie et la Chine, les cris de feu et de colère peuvent apporter exactement cela, feu et fureur. Iran n'est pas en humeur de faire de compromis avec personne. Il pense qu'il vient à la table avec une sorte de capacité de faire pression sur Iran, ce que vous avez retiré de l'accord nucléaire. Vous avez arrêté, vous savez, d'avoir le potentiel de commerce économique. Vous avez sanctionné Iran au nème degré. Vous avez menacé de bombarder l'Iran et autorisé Israël à attaquer.
Et tout ce que l'Iran a fait, c'est construire des contre-mesures à cela qui mettent l'Iran dans une position favorable. Et tu veux que l'Iran fasse quoi? Négocier parce que tu, Donald Trump, dites qu'Iran ne se penchera pas en arrière pour Donald Trump. Il prétend pouvoir passer un appel magique à Vladimir Poutine. Je doute que cette capacité ait jamais existé. Et faire de même à Xi Jinping. Menacer Xi Jinping avec quoi? Une guerre économique. Avez-vous examiné l'état de l'économie américaine par rapport à l'économie chinoise? Je vais vous dire, l'un peut survivre à une guerre économique, l'autre ne peut pas, vous savez. Et donc, pour faire des politiques réalistes, Donald Trump va devoir reculer. Il devra, vous savez, manger un peu de corbeau, vous savez, admettre l'échec de la politique dans le passé. Et je ne pense pas que Donald Trump doive faire cela. Donc, je n'ai pas la confiance que Donald Trump va y faire de grandes choses. J'ai beaucoup peur qu'il y va entrer, pense qu'il va faire de grandes choses. Et quand ils ne le font pas, il va revenir à, vous savez, la forme passée, qui est de licencier les gens qui lui donnent le conseil d'être amis et d'avoir des relations non adversaires et de s'entourer à nouveau des néocons qui finiront par nous impliquer dans une guerre. Et une guerre avec la Russie signifie une guerre nucléaire et nous mourrons tous. Pensez-vous que la Russie est préoccupée par ce qui se passe en Ukraine? Aujourd'hui, nous avons appris que la Russie mène des exercices d'utilisation d'armes nucléaires. Quelle est votre perception actuelle de la situation en Ukraine? Nous avions Lloyd Austin en visite à Kiev pendant le sommet BRIC en ce moment. Et pensez-vous que nous pouvons, comme vous l'avez mentionné, je ne crois personnellement pas que Donald Trump va changer radicalement. Mais pensez-vous que l'État profond, ces personnes qui prennent des décisions en Ukraine, vont se tenir à la fin? Ils vont escaler le conflit avec la Russie après 2024. À la fin, malheureusement, l'Ukraine est complètement perdue sans espoir de retour. Il n'y a pas d'acte rationnel là-bas en ce moment. Vous avez un tas de personnes irrationnelles. Ils parlent de la nécessité de la victoire ukrainienne, mais il n'y a pas une personne qui puisse expliquer la voie de la victoire pour l'Ukraine, en particulier celui qui part de l'état actuel. Effondrement total sur le front de Basse-Méchant. Effondrement total. Ces envois sont explosés, donc même toutes les munitions que nous envoyons ne sortent pas du port d'Odessa, encore moins traverser les trains et entrer dans les entrepôts touchés. Les Russes ont une domination à grande échelle. Nous entrons dans l'hiver où 90% de la capacité de production d'énergie thermique de l'Ukraine disparaît définitivement. Ça ne revient pas. Et vous ne pouvez pas apporter suffisamment d'équipements de production d'énergie pour compenser cela. Donc vous allez voir un effondrement social littéral. Donc vous avez un effondrement militaire au front, un effondrement social. Vous avez un effondrement économique. L'Ukraine n'a pas d'économie fonctionnelle. Il a besoin de continuer de souscrire par l'Ouest, et l'Ouest en est lassé de payer cette facture. Vous regardez, vous savez, l'effondrement politique de Zelensky au cours de cet hiver. Alors rappelez-moi encore une fois que nous sortons de l'hiver 2024-2025. À quoi ressemble la victoire et comment y arriverez-vous? C'est it. Cela signifie que les seules personnes qui parlent d'un chemin potentiel de victoire, vous devez articuler des scénarios si extrêmes que vous vous demandez quelle est leur but. Je veux dire, même la Pologne abandonne de parler de venir en aide à l'Ukraine. Ils parlent actuellement de construire une nouvelle ligne de défense car ils ont accepté la perte de l'Ukraine. Donc ils parlent de construire une ligne de défense pour les séparer des Russes et des Russes en dessous. Vous savez, c'est malheureusement la réalité. Le seul espoir que l'Ukraine a est d'obtenir la permission d'utiliser des armes à longue portée. Et la Russie a dit à l'Ouest quelles seront les conséquences de cela. Et je pense que cet exercice nucléaire en cours prouve juste que la Russie envoie un signal. Nous vous avons dit quelles seraient les conséquences. C'est que les Russes ont mis le marqueur
que si vous permettez des armes de frappe à longue portée à, vous savez, américains, britanniques fournis pour être utilisés par les Ukrainiens pour frapper à côté de la Russie, vous devenez partie au conflit et la Russie vous tendrait responsable de l'utilisation d'armes contre votre sol. Et ces armes peuvent être de nature nucléaire. Si vous voulez prendre cette voie, dans 72 minutes, après les premières armes nucléaires utilisées, nous sommes tous morts. Donc les gars, cette situation existe toujours aujourd'hui. La Russie nous rappelle simplement qu'il ne plaisante pas, il ne bluffe pas. La Russie a gagné cette guerre. Il n'y a rien que nous puissions faire pour arrêter ça. Mais si nous voulons escaler, la Russie nous dit quel sera le prix de l'escalade et ce sera une guerre nucléaire et nous mourrons tous. Alors c'est ce qui se passe ici. La Russie n'est pas en danger de perdre le conflit ukrainien. Mais la Russie veut juste s'assurer que l'Ouest ne devient pas totalement fou en essayant d'empêcher l'effondrement total de l'Ukraine, ce qui est inévitable. Le problème ici, c'est que donc, la façon dont il parle des soldats nord-coréens qui se battent en Russie, il me semble qu'ils se préparent à tout pour envoyer des soldats de la NATO en Ukraine pour combattre la Russie. C'est problématique. C'est pourquoi je pense qu'après 2024, ils pourraient faire valoir que la Russie utilise la Corée du Nord et combattons directement la Russie. Oui. Qui va y combattre? Nommer un pays qui va mettre des bottes sur le sol en Ukraine pour combattre les Russes. Allez, je jouerai la chanson thème dangereuse parce que vous n'allez pas faire ça par aucune nation parce que c'est la guerre. C'est absurde. Des idiots prétendent « Oh, si les Nord-Coréens sont en Russie, nous vous le ferons savoir. » Lindsey Graham veut envoyer des troupes, Tom Cotton parle de « boum, boum ». Mais personne au pouvoir n'en parle car nous n'avons pas de troupes à envoyer. Où allons-nous les chercher? Il y a 100 000 soldats en Pologne, dont seulement 26 000 sont des troupes de combat. Donc nous avons 26 000 tireurs de gâchettes et nous devons les projeter sur une ligne de communication qui sera vulnérable à l'interdiction russe. Nous venons de discuter de ce qu'il faudrait pour lancer une attaque israélienne contre l'Iran. Imaginez combiner les forces aériennes alliées pour attaquer la Russie. Et la Russie répliquerait. Cela pourrait devenir une grosse coupure. Boum, boum, et nous mourrons tous. Il n'y a pas de nation prête à projeter du pouvoir en Ukraine. C'est donc un absurde de même en parler. Quelle est la base juridique pour cela? La Russie a un traité avec la Corée du Nord. Cet accord leur permet de venir à l'aide d'autres en temps de guerre. Donc, si la Russie et la Corée du Nord accordent l'entrée des troupes nord-coréennes, rien n'est illégal à ce sujet. Et tout d'abord, si les troupes nord-coréennes étaient par exemple déployées sur le sol russe, et s'ils expulsent les troupes ukrainiennes du sol russe encore une fois, mais le problème est que personne n'a prouvé que c'est le cas. Personne n'a prouvé qu'il y a des troupes nord-coréennes en route vers le front. C'est donc une grande guerre de propagande, une grande bataille de propagande qui se mène en ce moment. Mais tu sais, quand je deviens nerveux, c'est quand les Américains et les gens de la NATO commencent à arrêter de parler parce que je les prends au sérieux. Mais dès que leurs lèvres bougent, ils font un exercice de propagande. Donc le fait que vous ayez des Américains et de la NATO et que tout le monde parle des troupes nord-coréennes signifie qu'elles n'ont rien. Rien, littéralement rien ne se passe. Rien ne va arriver, ils ne vont rien faire. C'est juste un spectacle de propagande.